Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de TSMC, Nvidia, Intel. TSMC sont les rois du monde, vous allez comprendre pourquoi. On va également parler d'un grand merci à Vieuxcon Gaming. C'est qui? Eh bien c'est un youtubeur, un petit youtubeur comme moi, qui mériterait sans doute beaucoup plus d'abonnés, comme un certain youtubeur que vous connaissez. Et en tout cas, merci à lui car il a parlé dans une vidéo de la Xbox Series S et finalement ses conclusions rejoignent les miennes. On va revenir un peu côté technique d'ailleurs sur la Xbox Series S comparée à la Xbox One X. Et oui, cette machine qu'on compare beaucoup à la Xbox Series S pour voir effectivement un peu la vérité derrière tout ça. Et on va finir avec un film et une série. Et oui, le film c'est bien entendu SOS Fantôme, l'héritage, que j'ai vu au cinéma, je vais vous en parler. Et la série que je viens de terminer sur Amazon Prime, et bien sur Prime Video, c'est La Roue du Temps. A tout de suite. Alors la surprise, c'est la nouvelle introduction que vous venez de voir. Nouvelle introduction produite par ma fille, et oui, elle a travaillé de nombreuses heures dessus, même on peut dire des dizaines d'heures. Donc je vais mettre son adresse professionnelle dans les descriptions en dessous, si vous avez besoin bien entendu d'un travail spécifique, si vous avez bien entendu besoin de ses services, pourquoi pas, mais attention bien entendu, c'est une adresse professionnelle, inutile d'aller la voir pour lui dire « le geek est génial » ou alors le dire par exemple « On ne veut plus du geek, si tu pouvais nous en débarrasser de YouTube ». Vous pouvez mettre ça bien entendu dans les commentaires ici, mais pas sur son adresse mail professionnelle, je vous en remercie d'avance. Commençons tout de suite par cette nouvelle très intéressante. Nvidia va financer en partie une fab, et oui pour TSMC, comment? En donnant de l'argent en avance de phase pour réserver des places en 5 nanomètres. Et Intel a probablement fait la même chose, 5 nanomètres d'abord, vous savez, en pré-production, et ensuite passage en 4 nanomètres pour ses CPU. Pour Nvidia, ce sera probablement sur la gamme RTX 4000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que TSMC s'autofinance finalement une fab en avance, grâce aux subventions probablement de Taïwan également, et donc une grande partie de la fab, puisqu'on parle de 7 milliards pour Nvidia, probablement autant pour Intel, on peut dire qu'une grande partie de la fab sera payée en avance, et que TSMC finalement déboursera peu pour construire cette fab, ce qui est quand même une marque de génie, reconnaissez-le. Alors bien entendu, dans ces 7 milliards, je présume qu'il y a les commandes futures à venir des plaquettes de silicium, mais c'est quand même un bel investissement et un beau coup de la part de TSMC pour prendre un petit peu d'avance sur ses concurrents, c'est-à-dire Samsung, mais aussi Intel Foundry. C'est quand même assez humoristique quand on sait que Pat Gelsinger est venu négocier des plaquettes de silicium chez TSMC et que probablement il va donner de l'argent en avance de phase à TSMC pour que TSMC construise sa propre fab 5 nanomètres, une nouvelle fab, avant Intel. Alors un grand merci à Vieuxcon Gaming. Pourquoi? Alors Vieuxcon Gaming, c'est une chaîne qui a à peu près 6000 abonnés, donc elle mériterait beaucoup plus. C'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui parle surtout de hardware et plutôt hardware PC. Donc allez voir sa chaîne, et si vous aimez sa chaîne, si vous aimez son ton, eh bien pourquoi pas abonnez-vous à sa chaîne. Ce qui m'a plu, c'est sa nouvelle vidéo sur la Xbox Series S. Parce qu'il rejoint finalement ce que je dis depuis longtemps, on va aller un peu plus dans la partie technique, mais il rejoint ce que je dis depuis longtemps, c'est-à-dire que la Xbox Series S, finalement, c'est une bonne petite machine. Et effectivement, il ne faut pas en attendre des miracles, c'est une machine qui coûte aujourd'hui moins de 300 €, il l'a trouvée d'ailleurs à 260 €, 260 €, je vous l'ai dit depuis longtemps qu'on pouvait l'acheter pour 260, 250 € en fin d'année, et que probablement pour moi, fin 2022, on la trouvera peut-être à 220 €, voire exceptionnellement peut-être à 200 €, c'est-à-dire une machine qui sera au juste prix, au vu de ce qu'elle sait faire. Il note principalement le même problème que moi, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je note deux problèmes sur cette machine. La mémoire, elle est à 8 Go, effectivement, peut-être que 2 Go auraient été bienvenus, 2 Go supplémentaires de mémoire, de GDDR6, pour compléter le tout, ça aurait été le bienvenu. Et à côté de ça, bien entendu, et surtout, le stockage. Et oui, un SSD de 512 Go, c'est un peu juste au vu de la taille des jeux d'aujourd'hui. Mais à la différence de moi, lui, il a eu la machine, il l'a testée, et son sentiment est plutôt bon sur cette machine. Mais revenons un peu sur ce comparatif qu'on fait entre la Xbox One X, qui n'est plus disponible entre guillemets, et la Xbox Series S. Alors, il faut savoir que déjà, il y a 7 milliards de transistors sur la Xbox One X, et c'est très important ce chiffre, 8 milliards sur la Xbox Series S. 7 milliards, 8 milliards. Il y a donc 1 milliard de transistors en plus. Donc c'est que quelque part, il y a quelque chose de plus. Et c'est quoi en l'occurrence? C'est principalement l'architecture. Pourquoi? Parce qu'on a 20 compute units seulement sur la Xbox Series S, alors qu'on en a le double, 40 compute units sur la Xbox One X. Donc on peut en conclure logiquement qu'il faudrait beaucoup plus de transistors pour faire 40 compute units sur la Xbox One X par rapport à la Xbox Series S qui n'a que 20 compute units. Sauf que les compute units sont beaucoup plus complexes
l'architecture n'est pas du tout la même sur la Xbox Series S, et c'est là que ça fait toute la différence. On est en RDNA2, je vous rappelle, sur la Xbox Series S, alors qu'on est en GCN, architecture GCN, sur la Xbox One X. La fréquence n'est pas la même, puisqu'on est à 1565 MHz côté Xbox Series S, alors qu'on est à 1172, beaucoup plus bas, 33% de moins, 1172 MHz côté Xbox One X. Et vous allez me dire, mais ça change quoi? Eh bien, ça change qu'en pixel rate, vous savez, on en a beaucoup parlé avec la PS5 et sa fréquence qui est bien entendu de 2.23 GHz qui permet un pixel rate assez élevé. Eh bien, là aussi, il y a une différence puisque les 33% de fréquence que vous les retrouvez dans le pixel rate, c'est-à-dire 50 gigapixels seconde Xbox Series S contre seulement 37.5 gigapixels seconde contre la Xbox One X. Grosso modo, la Xbox Series S est capable de traiter 33% de plus de pixels par seconde que la Xbox One X. Ce qui a une très grande importance, par exemple, pour Matrix, vous savez, la démonstration sur Unreal Engine 5, où il y a beaucoup de pixels, beaucoup de polygones élémentaires. Mais vous allez continuer à me dire, oui, mais il y a quand même 20 compute units contre 40 compute units. Donc je vous rappelle, RDNA 2, à consommation égale, 50% de puissance supplémentaire. Sauf que la Xbox One X fait 150 watts, la Xbox Series S ne fait que 100 watts en pic, en théorie. Donc vous allez me dire, les 50% se trouvent ici. Non, parce que vous oubliez qu'on est passé de 16 nanomètres à 7 nanomètres. Si on regarde la différence, et c'est à peu près la même, entre 7 nanomètres et 3 nanomètres à TSMC, on gagne 50% en termes de consommation. À transistor égal, bien entendu. Donc là, même si on a 1 milliard de transistors supplémentaires, on peut considérer qu'on est à peu près dans ces clous-là, c'est-à-dire qu'on a bien les 50% de gain du RDNA 2 en termes de puissance, plus les 33% en termes de fréquence. On obtient quoi? Si vous considérez que ce sont les mêmes compute units, on peut l'imaginer, eh bien on multiplie les 20 compute units de la Xbox Series S par les 33% de fréquence, puis par les 50% de gain du RDNA 2, et on arrive à un équivalent de 40 compute units, équivalent à la Xbox One X, c'est-à-dire la même chose. Si vous avez en plus la fréquence qui est supérieure sur la Xbox Series S, ça vous permet un pixel rate largement supérieur, ça vous permet donc une puissance supérieure sur la Xbox Series S par rapport à la Xbox One X. Alors il faut bien reconnaître par contre que la Xbox One X reste largement supérieure en termes de mémoire de bande passante, 384 bits de bande passante contre 128 bits seulement côté Xbox Series S. Certes, la fréquence de la mémoire est supérieure côté Xbox Series S, mais ça ne suffit pas à totalement rattraper la bande passante. La bande passante est donc de 224 gigaoctets secondes côté Xbox Series S contre 326 gigaoctets secondes côté Xbox One X, supérieur côté Xbox One X. Après, il faut pouvoir l'utiliser, il faut avoir la puissance nécessaire pour l'utiliser. Et je vous rappelle pour finir qu'effectivement, elle est destinée, cette Xbox Series X, essentiellement au 1080p. Plus de la moitié des téléviseurs actuels sont encore en Full HD. Et oui, c'est pour ça qu'elle a été créée finalement, pour des téléviseurs Full HD, pour du 1440p aussi, mais aussi potentiellement, pourquoi pas, pour du 4K. Alors vous allez me dire, 4K, ça va être catastrophique. Non, ça ne va pas être catastrophique. Ça ne va pas être aussi beau, c'est certain, qu'une PS5 ou une Xbox Series X, loin de là. Mais ça sera sans doute jouable. C'est ça que je veux dire. Après tout, on a des Switch, et beaucoup de gens utilisent leur Switch docké sur leur téléviseur 4K. Vous imaginez une Switch dockée sur un téléviseur 4K? Donc vous pouvez imaginer, avec une optimisation conséquente des jeux, bien entendu, qu'on pourra parfaitement jouer avec une Xbox Series S également en 4K, même si effectivement elle n'est pas faite pour ça au départ. Je vous rappelle également qu'il bien entendu il y a le FSR, mais il y a aussi le TensorFlow qui, avec le DirectML, c'est-à-dire AMD et Microsoft, qui travaillent ensemble peut-être pour faire un équivalent du DLSS, vous savez, de Nvidia, qui va arriver dans les jeux. On a également le Velocity Architecture qui est incorporé dans la Xbox Series S, qui n'est pas bien entendu dans la Xbox One X. Un sacré avantage quand même avec un SSD, certes 512 Go, un peu trop faible, mais quand même c'est un SSD ultra rapide aussi qui est incorporé dans la Xbox Series S et qui permettra avec le Velocity Architecture de faire quand même des petites prouesses. Et pour finir, il y a le sampler Feedback Streaming qui est incorporé dans cette Xbox Series S, comme la Xbox Series X d'ailleurs, qui permet en quelque sorte de charger moins de textures lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire que ça va faire le tri des textures. Alors Unreal Engine 5 change un peu la donne avec le Nanite, puisque le Nanite fait exactement ça, mais c'est-à-dire que les développeurs avant devaient calculer des objets en fonction de la distance, ils mettaient plus ou moins de polygones élémentaires. Plus l'objet était éloigné, moins il avait besoin de définition, et donc il chargeait moins de textures sur cet objet, mais il devait charger tous les objets en mémoire, en fonction de si vous avanciez, ou si vous reculiez, etc. Et bien là, grâce au sampler Feedback Streaming, vous pouvez ne pas charger en mémoire tous les objets en question, mais charger seulement ce qu'il vous faut en temps réel.
Bref, tout ça pour dire, non, je n'ai pas d'action chez Microsoft. D'ailleurs, certains de mes abonnés m'ont retourné que pour l'instant, il y en avait qui étaient très contents de la Xbox Series S, d'autres qui étaient un peu déçus parce qu'ils voyaient des diminutions par rapport à ce qu'on pouvait attendre en termes de Xbox Series X par exemple, en comparaison. Écoutez, attendez l'optimisation des jeux, on verra. Mais pour moi, il y en a qui disent que la Xbox Series S sera morte dans 2 ans. Écoutez, la PS4, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, ça va sortir dessus. Voilà, PS4, 9 ans, voire 10 ans d'existence. Je ne peux pas croire que la Xbox Series S sera déjà morte dans 2 ans, je n'y crois absolument pas, en Full HD et 1440p, je vous reprécise, voire même en 4K. Bien entendu, les jeux seront diminués en termes de texture, en termes d'ombrage, on le voit déjà, mais ce sera jouable. On en reparlera bien entendu dans les mois à venir. Alors parlons maintenant de la roue du temps, la série Prime Video, série Heroic Fantasy, série de fantasy qui est arrivée sur Prime Video, qui reprend l'œuvre de Robert Jordan, une œuvre assez monumentale. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, écoutez, j'ai été mitigé, mais je finis sur une plutôt bonne note, une note positive. C'est-à-dire que les premiers épisodes me font grincer des dents, non pas parce qu'on s'écarte finalement de l'œuvre originale, ça m'a pas gêné du tout, tout comme The Witcher, moi j'accepte qu'on ne prenne pas tout ce qu'il y a dans le livre, voire même qu'on s'en écarte un peu sur certains items. Il ne faut pas rester cloîtré dans l'idée que ça va être la reproduction du roman, non, chacun a ses libertés, du moins que les libertés soient intéressantes à l'écran. Non pas le respect de ce qu'il y a dans l'œuvre, mais que ce qu'on nous propose à l'écran soit intéressant. Et au début, bah écoutez, oui, les costumes n'étaient pas terribles, les effets spéciaux pas terribles, les personnages, j'accrochais pas trop, les acteurs au début, j'accrochais pas trop non plus, et petit à petit, au fil des épisodes, eh bien la mayonnaise a commencé à prendre. Premièrement, il y a des scènes d'action qui devenaient intéressantes, les personnages se sont épaissis le long des épisodes, c'est devenu un peu moins blanc ou noir, mais plus mitigé, les personnages sont devenus plus complexes, ce qui devient plus intéressant. Alors oui, ça ressemble quand même pas mal au Seigneur des Anneaux, saison 1, je précise, parce qu'après ça va s'en écarter normalement, mais là il y a pas mal de références quand même au Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu axé pareil, mais quand même il y a quelques différences, je trouve, et finalement la complexité des personnages se dévoile petit à petit, ce qui est assez intéressant. Les effets spéciaux, surtout dans les derniers épisodes, sont intéressants, les villes sont bien représentées, les décors sont bien représentés, c'est effectivement pas du niveau des dernières saisons de Game of Thrones, ça c'est évident, mais la première saison, je vous rappelle, de Game of Thrones, il y avait quand même peu d'effets spéciaux. Il y avait des décors, mais peu d'effets spéciaux. The Witcher, oui, il y a plus de moyens, enfin du moins ça donne cette impression, mais c'est quand même pas totalement largué côté la roue du temps. Petite note pour ceux qui vont regarder la saison, j'ai trouvé le combat en début de l'épisode 7 juste épique, très très bien fait. C'est un combat assez court, vous verrez, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment bien orchestré, vous m'en direz des nouvelles. Et sinon, dans l'ensemble, eh bien effectivement, ça part sur une direction qui est plutôt plaisante. J'attends de voir la saison 2 pour confirmer ou pas. Est-ce qu'il y a une ascension, finalement un décollage de cette série, comme les derniers épisodes le laissaient entrevoir? Eh bien écoutez, on attendra la saison 2 pour vraiment juger, mais je pars sur un sentiment plutôt positif vers la fin de la série en question. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, si vous l'avez vu. Ah, j'ai vu également SOS Fantôme, l'héritage. Alors là, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien écoutez, je suis très mitigé. Alors il faut savoir qu'on a déterré à nouveau une licence qui date de plus de 30 ans quasiment, en 1984, et qu'on l'a déterré pour faire à nouveau un film. C'est le cas bien entendu de Matrix, dont je vous ai parlé, c'est le cas d'Alien, c'est le cas bien entendu de Indiana Jones, etc., etc. Sauf que là, je suis plus mitigé pour dire c'est pas mal ou pas, mais il y a un petit problème. Alors bien entendu, comme d'habitude, c'est sans spoil, hein, rassurez-vous. Sauf que je vais dévoiler un élément qui est dès le début, donc il n'y a pas de spoil du tout. C'est que l'axe a totalement changé par rapport au premier SOS Fantôme de Ivan Reitman. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur tout à fait la même logique, la même direction. C'est le même type de film, d'ailleurs c'est quasiment le même film. On pourrait presque dire que c'est un reboot quelque part. Mais au lieu d'avoir des personnages, on va dire, plutôt matures, Bill Murray quand même, Dan Aykroyd quand même, ces deux personnages, je trouve, emblématiques et qui amenaient beaucoup d'humour, un humour un peu ciselé quand même, un humour assez marrant, j'ai trouvé dans le premier SOS Fantôme. Et bien ici, c'est une troupe d'enfants, et oui, c'est ça qui change beaucoup dans le film, c'est-à-dire que c'est les héros principaux et héroïnes principales, et bien ce sont des enfants de 12 ans pour deux, 15 ans pour l'un et 16 ans pour la dernière. Et ça change énormément la physionomie du film. Ça prend une toute autre tournure, même si bien entendu il y a de l'humour aussi, c'est quand même un film qui est fait plus pour la famille, plutôt côté jeunesse en particulier. On peut aimer en tant qu'adulte, bien entendu, mais voilà, moi qui ai vu le premier, je suis resté un peu mitigé là-dessus, puisque bien entendu ça prend une totale autre direction. Alors les effets sont là, le début d'ailleurs est pas trop mal, attention d'ailleurs ça peut faire peur aux plus jeunes, aux enfants qui ont 8 ans ou moins, ça peut faire peur. J'ai trouvé justement que le début était très intéressant, que ça partait très très bien.
C'est la suite, je vous dis, qui a changé. Des effets spéciaux corrects, des décors corrects, le jeu d'acteur, ma foi, correct aussi. Il n'y a rien à dire, ce n'est pas exceptionnel. Je vous dis, c'est plutôt un film familial, un film avant, plutôt après Noël en l'occurrence. Un film à regarder en famille, où on prendra du bon temps, sans en retenir grand-chose à la fin, sinon que finalement, pour moi, le premier reste le meilleur largement. J'attends vos commentaires, mais c'est ça que je voulais préciser. Si vous attendiez à un film vraiment adulte, entre guillemets, même si c'était familial comme le premier, eh bien ce n'est pas du tout le cas. Attention quand même, attention, il y a de très belles surprises, en particulier à la fin, vraiment des très belles surprises, ce qui rehausse un peu d'ailleurs le film en général. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.